Vous trouvez que l'époque est un peu dramatique ? Voici un petit retour en arrière sur ces 25 dernières années. Et si ces périodes de crise n'étaient pas la fin du jeu, mais le début de nouvelles opportunités ? Après le crash, Apple lance l'iPod et un écosystème fermé iPod plus iTunes qui va réinventer l'industrie de la musique. Airbnb profite de la crise des subprimes pour lancer un nouveau modèle économique qui va permettre à des millions d'Américains de payer leurs factures, rembourser leurs prêts et éviter la saisie immobilière. Alors, vous êtes prêts à saisir les opportunités ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas Giron, je suis directeur général de Quote et j'ai le plaisir de vous accueillir et je vais vous accompagner toute cette matinée. Tout le monde est assis, a fini son café, tout est bon ? Ok, bienvenue. Merci de prendre le temps de venir. Je sais que dans les agendas surchargés, c'est toujours quelque chose de prendre du temps pour venir réfléchir avec nous, se poser des questions. Effectivement, on va parler de crise, d'opportunités, mais essayer de voir globalement comment on peut bénéficier finalement de cet environnement. Donc déjà, merci à vous d'être là. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Quote, on est un logiciel de crédit management et de recouvrement de créances. Donc notre métier, c'est de fournir aux entreprises une solution qui va leur permettre d'analyser leurs risques d'impayés, de les prévenir, de voir comment ils peuvent essayer d'éviter tous ces impayés, et puis après générer des actions de relance, des suivis, de faire des relances, mais en fonction du comportement de paiement de leurs clients, et aussi de diffuser la culture cash au sein de l'organisation grâce à des modules qui permettent de faire des tableaux de bord qui diffusent toutes les informations. Voilà pour Quote. Merci de nous rejoindre. Alors pourquoi je dis qu'ils nous rejoignent, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes dans le cadre des journées club. Alors les journées club, c'est quoi ? C'est qu'en fait on a le plaisir de regrouper un panel de nos clients pour faire le bilan avec eux de ce qui a été fait sur cette année en termes d'évolution de la plateforme, parce que la plateforme vit tous les jours, et de déterminer avec eux, grâce à des jeux d'ateliers et de votes, les évolutions futures qu'ils veulent venir pour l'année prochaine. On a parlé beaucoup de cash, de prévision de trésorerie, de prévision d'encaissement hier. Et donc, on sait maintenant comment on doit guider les choses. Donc déjà, je voudrais remercier aussi nos clients qui sont là depuis hier pour ces échanges, pour leur présence, pour le temps consacré. Et c'est ça qui nous permet de continuer à écrire l'histoire de Quote. Donc, merci. On va les remercier aussi, c'est les intervenants qui prennent le temps de venir auprès de nous. On va les remercier parce qu'on va essayer de un peu les titiller, aller chercher des éléments intéressants. Donc vraiment merci à eux pour le temps consacré. On va les présenter au fur et à mesure. La petite vidéo, tout à l'heure, on a essayé de faire une liste des différentes crises qu'on a pu croiser. Si on fait un petit bilan depuis le début du siècle, donc subprime, on a eu la crise donc des subprimes, des dettes étatiques, le Covid, toutes les douceurs qu'a amené le Covid aussi, tension dans les chaînes, l'inflation, les crises énergétiques, l'Ukraine, maintenant le détroit d'Ormuz. Bonne nouvelle, si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à tout ça. Bravo, félicitations, c'est déjà bien. On peut se le dire, on a survécu à tout ça, ça c'est bien. Mauvaise nouvelle, alors je pense qu'on peut tous parier que c'est pas la dernière, et qu'on a quand même des cycles de manière récurrente de crise, de soubresauts. Et en fait, on s'est dit, le temps des opportunités, c'est notre fil rouge chez nous cette année, en se disant, ok, une crise, c'est un moment de tension, de frottement, de désorganisation, potentiellement, mais aussi ça peut être, si on prend le temps d'essayer de lire les choses, d'en tirer des enseignements, ça peut être le moment de se reposer des questions, de se poser, de voir s'il y a des opportunités pour se réorganiser, voir s'il y a des croissances, comment on fait, on parle d'IA et ainsi de suite, comment on peut utiliser ce temps-là, au contraire, en disant, on va en bénéficier pour essayer de se reposer des questions. Donc c'est pour ça, c'est ça le thème, le temps des opportunités.
Comment ça va se dérouler? Il va y avoir 3 ateliers. Un premier atelier où on va parler cash, on va parler encaissement, on va parler impayé. Après, il y aura un deuxième atelier où on va se poser la question en se disant « Ok, est-ce qu'on pourrait aussi profiter de ce moment pour faire de la croissance externe ?» Il y a peut-être des opportunités à gérer, on va voir comment on peut les traiter. Après, vous aurez droit à une pause. Alors là, vous pourrez faire vos emails, les points, recafé et ainsi de suite. Et on repartira pour la deuxième partie de la matinée où il y aura un troisième atelier où on va s'interroger sur l'IA et les talents. Est-ce qu'on va tous avoir un travail encore dans quelques années? Non, on va se poser ces questions-là. Et en fait, on vous a caché quelque chose. Il y a encore un autre atelier. Chaque année, ceux qui participent au Masterclass le savent, il y a un intervenant mystère. Donc on va faire venir quelqu'un qui a su saisir une opportunité. Dans un milieu, c'est pas forcément, on va parler chiffres, on va parler business, mais c'est pas forcément un domaine d'activité classique par rapport à tout le monde. Derrière, petit mot de conclusion par notre président de notre groupe. Vous verrez, il vous présentera quelle est l'organisation autour de Côte. Et on aura le plaisir de faire un cocktail déjeunatoire ensemble. Voilà le programme cette matinée. J'espère qu'il vous va, parce que de toute façon, on va pas le changer. Et on est parti là-dessus. Maintenant qu'on a réorganisé, qu'on a évité les impayés, on a plein d'argent. Les caisses sont pleines. Ça, c'est bien. C'est peut-être essayer, on va se poser la question de est-ce qu'il faut l'investir et comment on le fait. Donc là, je vais appeler Alexandre et Franck à me rejoindre, qui vont être nos 2 intervenants sur le prochain atelier. Prenez place, messieurs. Bonjour. On va faire comme pour les 2 précédents. Déjà, je vais vous demander de vous présenter. Alors, c'est un avocat. On va lui donner un timing serré, parce que sinon, on va en avoir pour un moment. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement avocat. Je suis donc effectivement bavard. J'ai 45 ans. Je suis associé fondateur du cabinet Akeos. Le nom est par là. Je suis en charge du département qu'on appelle chez nous commercial et restructuring. C'est-à-dire les litiges entre sociétés, associés. Et ce qui fera l'objet de la présentation de ce matin, le restructuring, c'est-à-dire les entreprises en difficulté. Cabinet Akeos, c'est un cabinet pluridisciplinaire de droit des affaires, avec du fiscal, du droit social, de la propriété intellectuelle, des contrats et des fusions-acquisitions. Voilà. Merci pour cette concision. C'était court, non? C'était parfait. Ouais. Franck. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Franck Costagliola, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis associé au sein du cabinet Odyssée. Odyssée est présent sur Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne, Marignane. On a un petit bureau parisien et depuis très peu, on a rejoint un groupe un peu plus gros que nous. Aujourd'hui, nous étions 115 et on intègre le cabinet Hendrix. Donc on multiplie finalement notre taille par 10. Donc on a grossi par croissance externe pendant longtemps. Donc c'est le thème. Donc et aujourd'hui, nous, on est côté cible finalement. Donc, c'est aussi un partage d'expérience aujourd'hui. D'habitude, j'aurais parlé aussi de nos clients, mais on peut aussi parler de nous. On a nos expériences, nos succès, nos échecs, et il y a pas mal de sujets, et je pense que on va peut-être les évoquer. Eh ben parfait. Petit constat, on entend parler, alors même sur Instagram, on entend parler des reprises d'entreprises. Il y a le contexte économique. Des fois, on peut se poser la question, est-ce que j'ai un concurrent, un fournisseur, un client qui va plus ou moins bien? Est-ce qu'il y a une opportunité de travailler sur ma chaîne de valeur? Vous, le constat, alors peut-être plutôt in bonis d'un côté et à la barre de l'autre, est-ce qu'il y a vraiment, quel est le marché de la reprise d'entreprise et de la croissance externe? Tu veux que je commence? Moi, si Instagram l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors ça va, on est rassuré. Donc là, clairement, il y a un marché. Marché des entreprises en reprise à la barre. Je reviendrai un peu sur la définition plus tard, mais l'année dernière, c'est 60 000 liquidations judiciaires. Donc on pourrait se dire qu'il y a 60 000 entreprises à reprendre. Il est évident qu'il n'y a pas 60 000 entreprises à reprendre. En tout cas, il n'y a pas 60 000 entreprises qui méritent d'être reprises. Donc il faut faire le tri entre ce qui est à vendre
et ce qui est à acheter. Donc, il y a effectivement un marché. Il y a un marché notamment pour les croissances externes, hein, parce que comme c'est un sport un peu de combat, la reprise à la barre, c'est pas vraiment donné aux primo-accédants à l'entrepreneuriat. Pourquoi un sport de combat ? Alors, parce que c'est une reprise qui se fait entre un délai de 15 jours à 1 mois. Hein, donc, il faut être sharp hein, sur l'idée qu'on a de la boîte, sur le cash qu'on a disponible, sur la réactivité des équipes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est un sport de combat. En tout cas, c'est pas un sport au long terme. Hein, on n'est pas sur de l'endurance, on est sur clairement un sprint. Et puis, comme il y a plein de choses trappes, il faut effectivement avoir une équipe qui soit rodée à ce genre d'exercice. Très bien. Renouvellement des générations. Il y a plein d'entreprises à vendre, c'est ça, j'ai compris ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de dirigeants qui veulent transmettre. Ça, c'est une vérité. Il y a des dirigeants qui sont fatigués. C'est vrai aussi. Donc ça crée aussi plein d'opportunités. On a parlé tout à l'heure, il y a des hausses de coûts, il y a des tensions sur la trésorerie. Et ça crée des opportunités en réalité, parce qu'il va y avoir forcément plus de mouvements. Donc c'est vrai qu'après, quand vous êtes in boni, on maîtrise plus son calendrier. Tout à l'heure, Alexandre parlait d'un temps court où il faut se décider rapidement. Là, sur une croissance externe où on est plutôt sur des sociétés qui paraissent belles, mais où après il faut creuser derrière. Là, vous maîtrisez le calendrier, vous maîtrisez les conditions, vous maîtrisez le repreneur. Après, voilà, il faut s'assurer que ce qu'il y a derrière est gratté, est vraiment une opportunité. Je pense qu'il y a plein d'occasions, il y a plein de dossiers à regarder, ça c'est vrai. Nous-mêmes, hein, dans les cabinets d'expertise comptable, il y a plein de cabinets à racheter. C'est pas pour ça qu'on les rachète tous. Pour les autres entreprises, c'est le même phénomène en fait. Bon. Il y a des secteurs d'activité où il y a plus de renouvellement que d'autres, ou plus de cessions ? Il n'y a pas de côté sectoriel ? Des tailles d'entreprises, des secteurs, des... Non, pas. Nous, on est touché en plein. Finalement, là où il y a de l'IA qui peut arriver, il y a une opportunité, parce qu'en fait, il va y avoir des gains de productivité. Donc, étonnamment, cette peur qu'il peut y avoir, c'est aussi une opportunité de marge supplémentaire. Donc, dans les services, dans le recrutement, il y a quand même des opportunités, à mon avis. Dans les procédures collectives, pour le coup, il y a des modes. Hein, et en ce moment, c'est un moment qui dure, hein, mais la mode du retail, à fond. Il n'y a pas une grosse boîte de retail qui n'ait pas eu au moins un mandat ad hoc, une conciliation, un redressement, voire une liquidation judiciaire. Et quand je dis retail, c'est retail au sens large. Hein. Vous avez chez nous Alinea, qui ne semblait pas être une petite boîte avec un petit capital social, mais vous avez aussi du Caporal, du Fil d'Art, enfin, tout le retail est à l'agonie. Autre secteur qui chute énormément et qui donc fait l'objet de gros rachats et de conglomérats, c'est le transport. Quand je dis transport, c'est transport routier. Le ferroutage, le dédouanement, la logistique, tout ça, c'est des trucs où il y a 4 boîtes par semaine qui déposent le bilan. Moins exotique, mais la restauration, il y a des dossiers, pareil, toutes les semaines et partout en France. Et en plus, on ne peut pas considérer qu'il y a des zones sinistrées. La France est globalement touchée par ce phénomène. D'accord. Donc, beaucoup des modes, du marché, et ainsi de suite. Comment je vais trier entre... c'est une bonne idée, surtout dans un temps court et après peut-être dans un temps long. C'est quoi qui fait la différence entre là, c'est un bon achat, et puis finalement, on se rend compte au bout de quelques années que c'était pas une bonne idée de racheter la structure. C'est quoi quels sont les critères? Qu'est-ce qui vous fait dire? Est-ce que vous avez des exemples de réussite, des exemples d'échecs où c'était déjà écrit dans les deux cas? Qu'est-ce qui fait qu'on rachète ou on rachète pas? Donc, je fais abstraction du modèle du primo-acquérant ou ancien cadre dirigeant qui voudrait se lancer dans l'entreprise et qui penserait que c'est une bonne idée d'aller sur une reprise à la barre. Je ne décourage pas toute velléité. Il va falloir y réfléchir à 2 fois quand même. Mais en croissance externe, censément, toute acquise est plutôt une bonne acquisition. On a un secteur qu'on connaît, on a déjà la démonstration de pourquoi ça ne marchait pas. Il ne reste plus qu'à remettre les compteurs correctement pour faire en sorte que... Ce à quoi il faut faire attention,
c'est les coûts cachés. Et tout ce qu'on n'imagine pas avoir à remettre dans une boîte pour qu'elle tourne. Et donc, identifier les raisons pour lesquelles elle s'est crachée et comment on va faire pour faire changer les choses. Si c'est l'humain, ça va être compliqué, hein, parce qu'on ne change pas tous les hommes. Je vous expliquerai comment on rachète une entreprise à la barre, mais les critères, c'est maintien des emplois salariés, maintien de la structure dans le périmètre du tribunal de commerce dont elle dépend, et puis à la marge, on va admettre que c'est à la marge, le désintéressement des créanciers. C'est-à-dire quand la boîte a déposé le bilan, combien elle devait. Bon. Si on ne maintient pas les salariés, on n'a aucun dossier. Donc l'humain, c'est le gros point faible qui fait qu'un dossier, il se vautre ou pas. Et ça marche in bonis ou pas in bonis. L'humain, c'est le point faible et le point fort de toute reprise. Alors, comment je fais pour savoir si les équipes étaient bonnes ou pas comment je fais? En tout cas, si je ne sais pas, je sécurise. Et si je veux sécuriser, ça veut dire que je renégocie les contrats, que je m'assure que les hommes clés vont rester et pas se barrer dans 2 ans avec toute la clientèle et le réseau, notamment si je fais une croissance externe sur un territoire que je ne connais pas. Alors, je fais de la logistique ici et j'achète une boîte à Lille. Si je ne m'assure pas que le DG, qui était en fait le gars qui pilotait toute la boîte, n'a pas une clause de non-concurrence et qui ne va pas se mettre à l'équin à 30 km pour aller faire exactement le même boulot que moi, je suis mort. Voilà. Mais ça, dans une boîte in bonis, c'est aussi le cas. Quand on fait les due deals, on a cette même problématique. Franck le confirmera. Sur les procédures collectives, la seule différence, c'est qu'on a 15 jours pour réfléchir à tout ça. Donc, il faut effectivement avoir une équipe de spécialistes pour faire ces analyses. Donc on regarde les chiffres quand même un petit peu ou pas? Alors, moi, je retiens 5 critères. Premier, déjà, c'est un peu se regarder soi-même. C'est on a une stratégie claire, en fait. Pourquoi tu veux grandir? Il faut se poser ces questions-là. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, est-ce que c'est pour acquérir un nouveau marché, une nouvelle compétence, un savoir-faire? Il faut se poser cette question. Si tu ne sais pas répondre à ça, déjà, tu auras un risque et derrière, ça sera une mauvaise décision. Donc, la première chose, quelle est ma stratégie, quoi? C'est quelle est ta stratégie? La deuxième question, oui, c'est peut-être la qualité financière de l'entreprise, donc les chiffres. Donc aujourd'hui, souvent, on va regarder le chiffre d'affaires, les EBITDA, on va regarder les multiples, tout ce qu'on veut. Ça, c'est bien sûr que c'est extrêmement important. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'une notion, vous êtes sur le cash, sur le BFR. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut en premier regarder. On est sur du in boni. Donc là, on peut se poser ce genre de questions forcément quand vous êtes à la barre du tribunal, c'est qu'il y a déjà plus de cash. Donc c'est évident. Mais il faut se poser, il faut voir le cash, le BFR, l'endettement, parce qu'on peut avoir plein de chiffres d'affaires, mais si ce chiffre d'affaires il consomme beaucoup de cash, c'est ça aussi qui va faire la différence entre une bonne opportunité et une mauvaise décision. Après, Alexandre l'a dit, il y a la qualité de l'organisation dans la boîte. Est-ce que ça dépend d'une seule personne ou de quelques personnes? Est-ce qu'on va les garder ou on ne va pas les garder derrière? Donc les personnes clés, on peut voir à travers l'audit social, on peut voir aussi si les équipes sont stables, le niveau de turnover, ça tu l'apprécies de cette façon. Après, il y a une part de risque, il y a une part qu'on ne maîtrise pas, c'est certain. Donc voilà, le troisième critère, c'est la qualité de l'organisation. Alexandre, lui, il a parlé des coûts cachés. Effectivement, moi, c'est la même chose. C'est les risques qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a des litiges dans la société? C'est pas forcément dans le bilan. Donc on va le voir à travers les due deals. Est-ce qu'il y a des engagements hors bilan? Est-ce que les dettes sont mal identifiées? Est-ce que les créances sont correctement provisionnées? Ces choses-là, on va les travailler. Elles se concrétiseront certainement à travers les aspects juridiques au moment ce qu'on appelle les garanties d'actifs et de passifs. Mais voilà, donc c'est ces coûts cachés, ces risques non maîtrisés. Et le cinquième critère, je reviens sur ça, c'est la capacité de l'acquéreur à intégrer la boîte qu'il va racheter. Est-ce qu'il s'est posé des questions sur les moyens qu'il a, le temps qu'il va y consacrer, la gouvernance qu'il va mettre en place autour de ce rachat. C'est ça, les critères. Ce sont les critères qui vont qui vont être décisifs entre une bonne opportunité et finalement un échec. Voilà. Vous avez des exemples de jolies histoires, de mauvaises histoires pour donner du concret?
Sans citer de nom, bien sûr, on va pas parler d'activité. Déjà, je voudrais quand même juste reposer un peu le cadre de l'intervention. Hein. On est en train de parler, en tout cas moi je parle, d'une entreprise qui a déposé le bilan dans l'acceptation classique, c'est-à-dire qui est en redressement judiciaire et ou en liquidation judiciaire. Plus intéressant de reprendre en redressement judiciaire parce que l'entreprise est toujours en vie, en ce compris ses contrats et notamment ses contrats de travail. Bon, donc c'est ça le cadre. Et le délai, il est imposé, non pas parce que tout le monde a envie que ça aille très vite, non, juste parce qu'il y a un problème récurrent dans les dossiers, c'est la trésorerie. Et donc, c'est la trésorerie, le montant de trésorerie qui implique ce délai plus ou moins long de traitement du dossier. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a un appel d'offres qui est passé par l'administrateur judiciaire, on regarde le dossier et on se penche sur les problématiques. Ou pas les problématiques et les bons côtés. Belles histoires. Tout à l'heure, je parlais de logistique. Il y a 2 ans, on a acheté une boîte de logistique qui faisait, quand ça allait bien, bien sûr, 4 millions. On l'a acheté 50 000 euros. Sur le papier, ça sent pas mal. Voilà. Ça a l'air. Bon. On avait 27 salariés. Donc, bon. Vous vous rendez compte que 50 000 euros, du coup, ça ne va pas être exactement le coût, parce que la première chose que j'ai à faire, c'est quand même payer les salaires à la fin du mois. Donc, il y a un petit billet à poser pour 27 salariés. Et puis, comme on était dans le transport et la logistique dans le Nord, pas loin de l'aéroport à Lille, il fallait aussi repasser tout un tas d'agréments pour avoir des autorisations, pour faire des douaniers, etc. Mais ça, il y a un tout petit billet aussi de 250 000 euros. Donc, en définitive, le coût d'achat, il est légèrement supérieur aux 50 000 euros facial. Donc, si vous me posez la question, ça s'achète combien une boîte et est-ce que c'est une bonne idée? Je dis, ouais, on achète 4 millions de chiffres pour 50 000 balles. Donc, c'est formidable. Sauf que c'est pas vrai. Donc, ça ne fonctionne. Et là, ça a très bien fonctionné parce que les équipes, on les connaissait. C'est des gens avec qui on travaillait. On a sécurisé tout le monde. Pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, on a fait signer des contrats à tout le monde avec des clauses de non-concurrence, des engagements, etc. Donc, tout était verrouillé. Et aujourd'hui, pour nos 50 000 balles, on a racheté effectivement 4 qui font 6 cette année. Donc, super opération. Mais c'est un vrai professionnel qui fait ça, qui lui-même est issu de ce territoire lillois. Personne n'est parfait, c'est un gars du Nord, quoi. Il en faut. Ouais, paraît-il. Et donc, il connaît le truc par cœur. Et il arrive, il pose ses valises, mais il ne les pose pas par hasard. Et il a derrière une boîte qui, ici, fait 150 millions. Donc, ils ont un peu les reins sur la trésorerie. Et quand bien même ça viendrait à baisser un peu, on est en mesure de le faire. Démonstration inverse. Primo-accédant, c'est pour ça que je vous déconseillais tout à l'heure, qui a acheté un petit restaurant. Un petit resto, ça a vite fait de partir en ukulélé, les petits restos, surtout quand on n'est pas restaurateur. Sauf que les gars qui achètent... C'était post-Covid, je change de vie. Ancien cadre d'un gros groupe, lui, il s'est dirigé des BU de 300 personnes, mais dire à Gérard qu'il faut être là à 11h pour le coup de feu à midi, c'est pas trop en fait. Et donc, liquidation 2 ans plus tard. Donc ça, moins bonne idée. Et il a quand même cramé, je ne sais plus, peut-être la moitié du chèque qu'il avait pris en sortant de sa boîte. Donc c'est ballot. Bonne expérience humaine, on peut dire ça. Il y a un gros retour humain, mais expérience catastrophique. Merci. Des belles histoires, mauvaises histoires? Ouais, je pense à une mauvaise histoire. J'ai le souvenir en fait d'une croissance où on a détecté dans une entreprise une personne clé, un directeur commercial. C'est dans le froid industriel. Ils installent des cuisines dans des EHPAD, dans des groupes scolaires. Voilà. Donc, grosse problématique, notamment de délai de règlement de nos créances. Donc, le directeur commercial, ce qui n'a pas été perçu lors du rachat, c'est que le DG ou le directeur de la boîte qu'on rachète, finalement, il était à 200% présent. Il faisait le commercial, il faisait le bureau d'études, il faisait tout. Et en fait, quand vous remplacez cette personne par uniquement un directeur commercial qui croit que la réputation de la boîte qu'on a rachetée va suffire,
en fait, on se plante parce que derrière, il faut remplacer le DG d'avant par 3 personnes. Et que le lien sur les relances clients, il n'y a pas uniquement le fait d'automatiser le process, il y a un lien véritable à créer avec son écosystème. Donc ça, cette analyse-là, qui on est capable de mettre dans la boîte qu'on va racheter, elle est essentielle. Et si on s'est planté avant dans cette analyse, et finalement, ce n'est pas que les chiffres, là, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème. Donc, les autres cas qu'on peut avoir, c'est vraiment, à mon sens, c'est souvent ce que disait Alexandre, on paye le ticket d'entrée, mais après, il y a le ticket d'après, en fait. Et on parle sur le BFR, sur cette gestion de post-client. La plupart du temps, on sous-estime finalement cet aspect-là. On a mal analysé que la boîte qu'on rachète, le dirigeant avait des fonds suffisants et c'est lui qui abondait en compte courant systématiquement. Donc ça, il faut aussi le faire percevoir à son client qui va racheter et dire attention, regarde, là, la boîte, elle a sa performance, mais en fait, la boîte consomme beaucoup de cash. Si toi, tu ne mets pas le cash, si tu ne fais pas cet effort, ou si on voit avec les banques, mais ce genre de questions-là, nous, en tant qu'experts comptables, c'est aussi notre rôle d'alerter notre client qui va sur ce genre d'opération. Bon. Alerter ce genre d'opération, on va faire un jeu de rôle. Ok, on est parti. Donc vous n'êtes plus. Tu n'avais pas dit ça, Franck? Non. Ouais, non. Vous n'êtes plus des conseilleurs. Donc demain matin, je suis. On va être des payeurs. Je déteste ce rôle. Ah, il faut. Vous devenez dirigeant, chef d'entreprise. Ok. Comment je fais concrètement? Si on fait un peu le déroulé, quelles sont les étapes? Je vais voir ma banquière préférée d'abord. Concrètement, voilà, là on a un peu vu, on a vu le marché, on a vu qu'il fallait faire attention à certains critères. Ok. Mais concrètement, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe pour une reprise à la barre? Déjà, je ne vais pas voir mon banquier, à moins qu'il soit super sympa. Mais j'ai compris qu'il y en avait par là. Mais les banquiers, ils ne pètent pas pour ça. Ils peuvent faire des lignes généralistes, mais si vous allez la voir en lui disant que vous voulez racheter une boîte à la barre, il est possible qu'elle laisse le dossier sur son bureau quand même. Est-ce qu'on me le confirme? On va le regarder. On va le regarder rapidement quand même. Non, mais après, tout dépend. Comme on prête qu'aux riches, effectivement, je me mets du côté payeur. Ah oui, il faut. Non, tout dossier n'est pas finançable. De temps en temps, de façon un peu épisodique, et parce que le dirigeant a vraiment la confiance de son organisme bancaire, il y a ce travail qu'on peut faire. Et puis, il y a des dossiers qui sont plus longs que le délai dont je vous parlais. En 15 jours, personne ne peut faire quoi que ce soit. Voilà. On peut aller chercher de la dette, mais ça va être de la dette vraiment dure. Bon, ça va être compliqué. Donc, c'est quand même sur fonds propres. Il faut que j'ai de l'argent, quoi. Voilà. C'est majoritairement sur fonds propres. Donc, il faut que le cabinet ARC ait en assureur crédit préféré. Ça serait bien qu'il fasse rentrer un peu de trésor parce que ça va être nécessaire. Il faut des fonds propres, certes, mais comme je disais, le ticket d'entrée n'est pas forcément très important. Donc, c'est pas là que ça se joue. Hein. Il va falloir avoir des fonds pour après, pour le BFR, pour tout ça. Mais surtout, il faut trouver le dossier. Ah mais comment ça se passe en fait? J'appelle mon avocat préféré tous les matins. Bonjour, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour moi? Alors, j'ai un restaurant, j'ai une société de transport. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Censément, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Hein, donc, mes clients de la logistique, ils savent qu'ils ne vont pas racheter des boîtes dans le retail. Par contre, mes clients dans le retail, ils savent qu'ils n'achèteront pas de boîtes dans le transport. Donc j'ai tout un panel de mes clients dont je connais l'appétence pour la croissance externe. Et moi, je reçois, parce que je suis un professionnel référencé dans le restructuring, toutes les offres de France et de Navarre sur les entreprises à reprendre à la barre. Voilà. Mais c'est un marché, c'est pas du gris là, c'est du noir, c'est du complètement off. Personne n'a cette information-là à part nous. Donc, je sais pas, sur Marseille, on est 10 à avoir l'info de la boîte, et puis on l'envoie à nous, les 10, à dos, X clients qui pourraient être intéressés. Donc c'est le dossier qui vient par mon avocat préféré, ouais, en disant au fait il y a un tel transport qui peut arriver. Exactement. Bien sûr.
et qui ont mis sous Infogreffe ou sous Papers une alerte sur tous les gars du marché. Et dès que ça ouvre en redressement judiciaire, parce qu'à partir du moment où la procédure est ouverte, la boîte est censément à vendre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est ni à vendre vraiment, hein, que le dirigeant veut vraiment la vendre, ni qu'il n'y aura pas un plan de redressement qui serait concurrent d'une offre de reprise. Mais potentiellement, vous pouvez vous positionner. Donc, si votre marché, c'est le transport, on va revenir là-dessus, vous mettez une alerte sur tous les concurrents que vous avez imaginés intéressants sur le papier, et puis dès que ça sort, c'est pour vous. Mais je reviens sur le transport. Cette année, Ziegler, plus gros transporteur européen, a déposé le bilan. Et il n'y a eu personne pour le reprendre. Voilà. Personne. 3600 personnes au chômage. Parce qu'aucun retour là-dessus. Donc, j'ai le dossier. J'ai mon dossier, j'arrive, je l'ai sur la table. Qu'est-ce que je fais après? Donc, j'appelle pas ma banquière parce qu'elle va me dire non, je regarde pas. J'ai regardé ce qu'il y avait sur les comptes. Ouais. J'ai 15 jours pour me décider. Vous travaillez tous les deux ensemble, surtout pas que... On travaille surtout ensemble parce que là c'est, il va falloir monter tout à zéro, hein, le prévis, que ce soit pour là dans les tout prochains mois, mais aussi pour les prochaines années. On ne se projette pas sur un truc en disant juste bah ouais, ça a l'air sympa. Donc évidemment, c'est un travail qu'on mène conjointement avec l'expert comptable de la boîte qui rachète. Parfois un peu aussi avec le DAF ou l'expert comptable de la boîte, s'il a été payé à la fin et qu'il est encore disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je vais voir mon expert comptable, voilà mon plan, je veux développer ma stratégie. Qu'est-ce que tu me dis ? En fait, quand tu as passé les premières étapes de bien peut-être poser les bonnes questions, toi, si tu as bien défini ton projet, si tu es vraiment tu es prêt, que tu t'es fait accompagner pour trouver la cible. Alors tout à l'heure, là, on parlait des sociétés qui sont plutôt déjà en procédure, mais tu as des cabinets aussi spécialisés, ce qu'on appelle en M&A, qui peuvent te trouver des cibles. Tu as des transactionnaires suivant certaines professions. Tu as d'autres avocats d'affaires qui participent à ça. Les banques aussi, elles aident les banques d'affaires, et les banques en général, elles sont prescriptrices pour des cibles. Donc, une fois que tu as identifié cette cible, généralement, on va effectivement travailler généralement de concert entre experts comptables, auditeurs aussi. Il y a ce métier-là, pas l'expert comptable pur et dur. Moi, je le disais tout à l'heure, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes, et on a cette casquette-là en réalité qu'il faut bien avoir en tête, et on va réaliser ce qu'on appelle des due diligence. Donc c'est des audits sur la partie financière, sur la partie sociale et sur la partie juridique. Et généralement, moi je suis plutôt que expert comptable et commissaire aux comptes, donc la partie droit, je préfère effectivement qu'on ait un avocat partenaire qui soit à côté de nous. Souvent, effectivement, il y a des fois des petites guéguerres où l'expert comptable veut tout faire, mais en fait, on entre les mauvais avocats et les mauvais experts comptables, mais sinon il n'y a pas de problème. On ne sait pas faire ces deux métiers, donc il faut se coordonner à ce niveau-là. Donc c'est cette partie-là, elle va être extrêmement importante. Et nous, sur la partie notamment chiffre, on va regarder les comptes. Mais après, il faut se projeter. C'est-à-dire qu'il faut regarder le business plan, voir si c'est cohérent, voir si le discours aussi que le dirigeant en a en face, il est cohérent. Il faut savoir faire parler les chiffres. Parce que lui, il va vous vendre sa boîte et tout est merveilleux. Donc c'est ça notre rôle, c'est d'avoir ce regard critique sur cette partie chiffrée. C'est vraiment essentiel dans la due deal, parce que les comptes, ça raconte quelque chose, c'est le passé, mais après, à ce moment-là, il faut aussi vraiment se projeter. Les deux sont importants. La plupart du temps, nous, on nous dit, vous êtes dans le passé, on regarde ce qu'il y avait avant, mais là, à ce moment-là, il faut travailler sur les deux sujets, le passé et l'avenir. Donc la due deal, cet audit-là, il n'est pas que sur les comptes du passé. Vous ne me parlez jamais d'analyse, parce que là on a plein de crédit managers dans la salle, vous ne me parlez jamais d'analyse du poste client. En fait, on regarde le chiffre d'affaires, mais si le chiffre d'affaires de la cible que je rachète, elle est réalisée avec des clients qui eux-mêmes sont, on va dire, compliqués en termes de risque, vous le regardez ça ou pas du tout ? Alors moi, je sais que
quand je regarde les comptes d'une société, la plupart du temps, les gens ils regardent leurs résultats. Moi, alors ça surprend. Et même quand je commente les comptes d'une société, je ne commente jamais le résultat en premier. Je commente toujours le bilan. Donc, ce qui m'importe, c'est le cash et le BFR. Et souvent, quand on fait des présentations, on présente une société, on va remettre la trésorerie, ce que ça représente en jour de charge décaissable. On va regarder le BFR et son évolution dans le temps, si ça s'améliore. Donc oui, on le regarde. Il faut. Moi, je pense que c'est en premier ça. Après, le résultat, bien évidemment, c'est ce qui parle le plus à tout le monde et aux dirigeants. Mais en premier, il faut savoir faire rentrer le cash. Donc ça, oui, les délais, règlement client, fournisseur, dette sociale, est-ce qu'on paye correctement, c'est la priorité. Si tu veux que je te dise, pour moi, il n'y a même plus que ça d'intéressant. Parce que tout le reste, comme on est en procédure, tout le reste, c'est fini. Le CA d'avant, je m'en fous. La marge d'avant, bon, essentiellement, c'est ce vers quoi je vais essayer d'améliorer le truc. Mais ce qui m'intéresse, c'est les clients. Alors, en général, quand je reprends une boîte en redressement, donc il y a des contrats en cours aussi, je m'intéresse à ce qui a déjà été facturé, ce qui a déjà été encaissé, pourquoi ça a été facturé, est-ce que le travail qui a été facturé a été effectué ou est-ce que c'est moi qui vais me le farder, hein, et donc le payer. Et donc tout ça, c'est bien plus important que tout le reste. C'est le nerf de la guerre, il est là. Il est les contrats en cours, le poste client, le recouvrement qui a été fait ou qui reste à faire, sachant qu'en procédure, tout ce qui a été facturé avant l'ouverture et jusqu'à la cession, c'est pas pour moi, c'est pour le mandataire. D'accord. Donc on a... Juste pour compléter sur la partie client, quand t'es pas payé, ça raconte une histoire en réalité aussi. C'est quoi tes clients? Quelle relation tu as de partenariat avec eux? Donc au-delà même du chiffre, quand tu reprends une boîte, que tu vas mettre ton dirigeant clé, ton salarié clé qui va reprendre ça, si sur ce poste client il n'est pas payé, ça raconte l'histoire de comment il va gérer ses partenaires. Donc il faut qu'il soit un peu armé dès le départ. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, forcément. Hein. C'est pas pour dire non, oh là là, il ne paye pas, donc tu n'y vas pas. Mais ça raconte cette histoire-là. Et le dirigeant qui est en face et qui vend sa boîte, il ne va pas te raconter cette histoire-là. Donc il faut arriver à le percevoir, à sentir finalement. Voilà, je le fais avec les mains, mais les comptes, ça se sent. Et après, il faut faire parler le dirigeant, en fait. Les comptes, ça se sent. Je crois qu'on va la garder, celle-là. Comme ça se ressent, ça se renifle. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, on ferait un métier un peu, je dirais, ennuyeux. Donc, il faut les faire parler. Et après, il faut faire parler le dirigeant, parce que là, il y a la première histoire qu'il va te raconter. Et après, il y a l'envers du décor. Voilà, ça, c'est un truc que l'IA fera pas. Il sent pas les comptes, l'IA. Voilà. Franck, il sent les comptes. Voilà. L'IA, tout à l'heure, on parlait des critères financiers. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a plein d'outils. Vous pouvez mettre dans le chat GPT, vous mettez un bilan, il va vous faire l'analyse financière en 2 secondes. Mais en réalité, ça, vous n'avez pas visité l'usine, vous n'avez pas visité l'entreprise, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne connaissez pas les clients. Ça ne se perçoit pas uniquement à travers une analyse purement financière. C'est ça la différence. L'IA, aujourd'hui, ça, elle ne peut pas le faire, c'est certain. Et elle ne pourra pas encore le faire demain. D'accord. Donc on a le dossier, on l'a trouvé, grâce à mon expert comptable et mon avocat, on a tout verrouillé. Après, ça se passe comment? Je vais faire un chèque au président du tribunal de commerce quand c'est à la barre. Alors, comment ça se passe? Quand c'est à la barre, je vous ai dit, donc, la société ouvre sa procédure collective. Essentiellement, elle est à la vente. Donc, on pourrait faire une offre spontanée d'acquisition d'une entreprise, quelle qu'elle soit, en redressement judiciaire. Pour le process le plus classique, c'est-à-dire au moment où l'administrateur, lui, se rend compte qu'il n'ira pas, en tout cas pas avec ce dirigeant-là, sur un plan de redressement, c'est-à-dire d'appurement de son passif, s'ouvre dans son esprit la possibilité d'aller le vendre. Et donc, il fait ce qu'on appelle un appel d'offres, il diffuse cette information. Alors, en général, ça passe sur les journaux d'annonces légales, etc., mais tout le monde ne les lit pas. Et puis, c'est renvoyé, comme je te disais, à des professionnels enfin, comme moi, quoi. Ensuite de ça, il donne une date qui, comme je le disais, est déterminée par la trésorerie. S'il reste 15 jours de trésor, la date limite de dépôt des offres, c'est 15 jours. Voilà. Et derrière, on a
Alors, il y a un délai pour audiencer le dossier, parce qu'il faut convoquer tous les co-contractants. Donc, c'est 1 mois après la DLDO au mieux. 1 mois après? La date limite de dépôt des offres. Merci. Ça jargonne et j'ai été super sage jusqu'à présent. C'est le premier acronyme. Donc on a 1 mois et puis on a déposé notre petite offre écrite en disant je garde X salariés sur Y, j'offre X milliers d'euros, je vais faire tel et tel investissement. Et en général, l'autre travail, il est de dire pourquoi j'ai pas donné beaucoup d'argent alors que ça fait 4 millions. Ah, pourquoi j'ai donné 50 000 alors que c'est 4 millions? Et donc, j'explique tous les coûts cachés, tous les coûts d'investissement à venir. Je dis que déjà, garder les 27 bonhommes, ça va déjà coûter... Voilà. Et donc, je charge la mule sur tout ce qui est ce qu'on appelle les charges aggravatives de mon prix de base. Et je dépose mon offre. Et puis, je dépose mon offre. Et soit elle est toute seule, et c'est encore là que je suis le meilleur, seul. Soit je suis en concurrence. Et s'ouvre un deuxième délai où on peut, pendant un délai de quinzaine, en général, réaméliorer l'offre jusqu'à 48 heures avant la date d'audience d'étude des offres, où là, chaque avocat avec son client, ou chaque client avec son avocat, plus exactement, vient présenter son offre, explique le pourquoi du comment, et le tribunal tranche. Le tribunal ne tranche pas toujours là où on pense qu'il va trancher. Il y a des dossiers qui partent avec des gens qui offrent moins d'argent, mais plus de social, moins de social et plus d'argent. Bref, à chaque dossier, son petit aléa judiciaire, vu qu'en face de nous, on a pas IA, des humains qui prennent des décisions qui, elles, sont tout à fait humaines. D'accord. Donc on a gagné. Cool. Super. Ouais. Donc là, on fait un chèque au tribunal. Alors le chèque, on l'a déjà donné à l'administrateur dès le dépôt des offres. D'accord. En général, on fait un chèque de banque pour être bien sûr que ce ne soit pas un chèque en bois. Ou on fait un chèque avec garantie, enfin peu importe. On s'arrange pour être assuré que les sommes sont disponibles. Et au moment où le jugement est rendu, le chèque est encaissé, il est mis en attente sur caisse de dépôt et consignation jusqu'à l'issue du jugement. Et ensuite, on a les clés. D'accord. Et en avant gagnant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a pas de contrôle a posteriori. On a des petits engagements en général. Les 27, je peux les virer dès le lendemain ou j'attends un peu? En général, ça, c'est un engagement. Ah, d'accord. Et on dit qu'on ne va pas les virer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas les virer. On peut le dire, l'écrire. Attention, et le gars à la caméra d'abord. Non. Comme vous vous rappelez, il y avait une fable de La Fontaine avec les promesses n'engagent que je ne sais pas quoi. Là. Oui. Bon, ça marche dans la vie aussi. Hein. D'accord. Donc, on fait des promesses. C'est des promesses que, censément, on veut tenir. Hein. On veut les garder, ces 27 gars. Et la plupart du temps, on considère même qu'ils sont presque tous utiles. Presque. Mais les chiffres, et c'est pas Franck qui va me contredire, sont têtus. Hein. Et quand j'ai le fric que pour en payer 25, j'en fire 2. Hein. Et je ne le fais pas le lendemain de mon jugement. Hein. J'attends subtilement qu'il se soit passé quelques semaines. Et puis, c'est pas la volonté du tribunal. Je dis des conneries pour vous faire rigoler, mais la volonté du tribunal, c'est de sauver une boîte. Ma volonté, à moi, repreneur, c'est de sauver la boîte. Et sauver la boîte, ça veut dire sauver des postes. Hein. C'est la base. Le vrai grand équilibre, il est là. Bon. Néanmoins, parfois, si je veux en garder 25, il faut m'être séparé des 2 surnuméraires, ou des 10 surnuméraires, ou des 300 si j'en ai repris 3000, peu importe. On ne viendra pas reprocher à un dirigeant parce qu'il a essayé d'avoir été obligé de licencier, ou de vendre une partie de l'activité, ou de vendre une machine, ou de vendre je ne sais pas quoi. On s'engage à ne pas le faire, mais on s'engage surtout à la sauver, cette boîte. Et un tribunal préférera toujours, et de toute façon, ils ne viennent pas vérifier, qu'on ait toujours 27 dans 2 ans. Il préférera toujours qu'on soit 24, mais en vie, que 27, mais mort. D'accord. OK. Et sur la partie... Je nierai avoir tenu ces propos. C'est enregistré, c'est filmé, on pourra les... J'ai bien compris. Et quand c'est pas à la barre, comment ça se passe? Généralement, juste avant d'avoir fait tes due deals, généralement, tu fais une lettre d'intention pour acquérir la société.
tu passes la phase je dirais des audits et tu formules ton offre définitive. Le temps, il est finalement beaucoup plus long. Il y a aussi pas mal d'autres péripéties qui peuvent arriver. Souvent, la plupart du temps, elles sont psychologiques entre l'acheteur et le vendeur. C'est ce qui peut aussi faire capoter une opération. Il y en a un qui veut plus d'argent finalement au passage. Qui veut plus, il y a des questions d'ego. Il faut être vigilant à ce niveau-là. Et aussi, nous, en tant qu'experts comptables, c'est de faire redescendre, gérer la température. Parce que là, tu as 2 dirigeants. Il y en a un qui vend sa boîte et il la voit plus belle que ce qu'elle est. Donc, il ne faut pas non plus le froisser. Cet aspect psychologique au moment d'une croissance externe, avant d'avoir tout signé, c'est vraiment essentiel. Et ce temps-là, par contre, celui-là, on ne le maîtrise pas. Donc la prise de décision, elle est plus lente, il peut y avoir des allers-retours. Le rôle aussi des avocats, là, il est essentiel, parce que généralement, on peut avoir 2 avocats, celui du cédant, celui de l'acheteur, et là, il peut y avoir des frictions. Donc c'est aussi là, il y a une température à faire descendre. Ça se passe vraiment de cette façon-là. Entre je sens les ingrédients, je gère la température, c'est la cuisine en fait. Oui, mais c'est de l'humain finalement. Ouais, je peux parler de chiffres. Les chiffres, finalement, tu les as réglés avant. Cet aspect-là de la négociation, elle est bien plus importante. Ouais, parfois, on s'arc-boute sur des chiffres, mais c'est pas ça qui est en jeu. Exactement. On s'arc-boute sur des délais, mais c'est pas ça qui est en jeu. Et en fait, effectivement, Franck a raison, c'est toujours un rapport humain. Et que ce soit in bonis ou en procédure, il y a toujours cet aspect humain. Voilà. Et ça, on n'y coupe pas. Et quand je disais tout à l'heure qu'on peut faire une super offre et ne pas être retenu, c'est parce que là, le rapport humain, il n'est pas géré avec le dirigeant qui cède, vu qu'il a certes son mot à dire, mais il ne sera pas déterminant. Mais est-ce que j'ai convaincu mes 3 magistrats en face de moi? Ça, c'est une question. Et elle est éminemment humaine. J'ai des engagements quand je rachète. Donc là, j'ai un engagement du tribunal de garder les 27 personnes. Comment ça se passe Généralement, quand tu as des engagements, parce que tu signes ta lettre d'intention. Il y a une exclusivité également. Donc, pour le cédant, il s'engage aussi à ne pas aller voir ailleurs pendant ce temps. Et après, c'est une fois que tu as signé les protocoles où tu es engagé. Et après, dans ce que tu écris, il y a des conditions, notamment ce qu'on appelle la garantie d'actifs passifs. Donc, le cédant va garantir un certain nombre de choses. Il peut garantir une partie du chiffre d'affaires. Il peut garantir une partie des créances clients. Donc là, ça se négocie aussi. Et cette phase-là, elle est assez lourde. Et après, elle se gère après signature. Tu te parlais tout à l'heure, tu disais, il y a des contrôles après. Oui, il faut gérer dans l'après-signature et il faut voir sur quoi tu t'es engagé juridiquement et le suivre. Donc, l'écoulement du poste client, par exemple, ça peut faire l'objet d'activation de la garantie d'actifs passifs. Donc ça, c'est un élément extrêmement important aussi au moment où tu rachètes une entreprise. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quand on parle de chiffres, une fois que tu as fait tout ça, il faut aussi quand même monter son business plan, se poser la question du financement. Est-ce qu'on passe par les banques? Est-ce qu'on passe par des investisseurs externes, la famille, ses associés, des salariés? Il y a cet aspect-là aussi, il faut le préparer en fait. Ça fait partie aussi. Et ça se fait quasiment en même temps. On s'est peut-être posé les questions avant, mais ça se concrétise tout en même temps en fait. Donc, et là, il y a le temps presse, puisque voilà, il faut monter son BP, s'assurer que les investisseurs à côté vont aller jusqu'au bout, que les banques vont vous soutenir. Donc ça, c'est aussi l'autre phase qui se fait en parallèle, pour être concret. Le délai d'un rachat? Ça peut être plusieurs mois, ça peut être un an. C'est un temps long. C'est un temps long. Ouais. Temps long versus sprint. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour Alexandre. Est-ce qu'il existe un risque de type garantie de passif dans le cadre des reprises à la barre? Alors, donc, Franck vient d'en parler. La GAP, ça fait partie des trucs qu'on négocie quand on est in bonis. La garantie d'actifs passifs. Et donc, ça veut dire que, censément, le dirigeant, ex-dirigeant, le cédant, va dire si vous avez un contrôle URSSAF ou un contrôle DGFiP, TVA, peu importe, sur les exercices qui sont concernés de ma gestion,
je me tiendrai soit disponible pour répondre parce que je pense que tout est nickel, soit, et on met un chiffre en face, pour payer ce qui est dû. Devant le tribunal, il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de gap. Pourquoi ? Parce que vous ne rachetez pas de passif. Parce que la bonne nouvelle de cette acquisition de 50 000 euros pour 8 millions de chiffres, 4 millions de chiffres, peu importe, et peu importe les 50 000 euros aussi, c'est que vous ne rachetez qu'un fonds de commerce. Dans 99% des opérations. Je ne reviendrai pas sur le 1% où on rachète l'entreprise, mais les 3 quarts du temps, vous ne reprenez que les actifs. Et évidemment, vous faites fi des 7 millions d'endettement de la boîte, sinon personne n'y va jamais. Donc, la gap, on vous la donne avec le jugement d'ouverture de la procédure collective. Tout est gelé au moment où l'entreprise rentre en procédure. Et ça, c'est la meilleure gap, parce que tout le monde a déclaré ses créances auprès de l'entreprise que vous rachetez et ne pourra plus jamais le faire. Une fois le délai passé, c'est fini. Donc, vous savez exactement ce qu'il y avait dedans. Vous savez exactement pourquoi c'était dedans. S'il y a 250 000 euros de TVA, il y a peut-être une question sur la gestion antérieure. Et vous savez qu'ils ne vous tomberont pas dessus, cela. Parce que vous allez repartir de zéro sur l'acquisition sans cette problématique-là. Donc la meilleure gap au monde, c'est l'ouverture de redressement judiciaire. Très bien, merci. J'ai une question, moi. Là, je suis dans la merde. Ouais. Non, c'est vrai que tu disais, dans les 3 quarts des cas, il n'y a pas de passif. Mais il y a un quart où il y en a un. Or, moi, je pense à un passif, parce qu'on reprend le personnel. Et généralement, il y a une question qui se pose, les congés, notamment les congés payés, par exemple. Alors, il n'y a rien d'obligatoire. J'en parle parce que c'est extrêmement important, parce que c'est une dépense finalement qui est différée. Et souvent, moi, je le rencontre beaucoup moins parce que ce n'est pas mon secteur, cette partie-là, mais les quelques fois où on l'a vu, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément bien appréhendé au départ. Alors, c'est toujours une question qui se pose. Et en général, l'administrateur, le mandataire, tout ça, ils se gardent cette question pour le jour de l'audience. Pour la fin. Des fois que tu n'aurais pas pensé à y répondre par anticipation. Et au moment où tu dis que tu gardes les 27, à l'audience se pose opportunément la question de « mais alors, le solde des congés payés et leur machin, blabla ». Donc, il faut y avoir pensé un petit peu avant. Et en fait, avoir anticipé que cette question allait probablement se poser et qu'il faudra y répondre. Et je ne vous le cache pas, il vaut mieux dire oui. Donc, ou oui pour partie, ou oui, j'y avais pensé et j'ai X à donner et je reprendrai tant de jours. Parce que sinon, ça risque d'être effectivement un obstacle à la reprise. Mais on ne peut pas vous l'imposer. Mais comme c'est le gars qui vous a posé la question, qui veut dire si vous avez le dossier, bon, il ne vous l'impose pas, mais il vous le propose. Voilà. Il vaut mieux répondre favorablement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question sur la valorisation d'une boîte. Est-ce que vous avez une technique, un calcul rapide, un ratio ou un multiple de ratio qui vous donne à peu près, vous, psychologiquement, le montant que vaut une boîte ? Alors, il y a plein de techniques de valorisation. C'est certain. Aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus pratiqué, c'est de faire ce qu'on appelle le multiple d'EBITDA. Après, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur d'entreprise. Et après, il y a la valeur des titres. Alors, c'est un peu technique, mais il faut regarder après le cash, en fait, et le BFR. Donc, il faut penser aussi à rajouter ces éléments-là. Donc, quel multiple utiliser ? Je ne vous répondrai pas. Ça dépend de votre secteur. Ça dépend du risque qu'il y a dans l'entreprise aussi. Tiens, le secteur de la location de matériel de BTP, par exemple. Au hasard. La plupart du temps, nous, quand on regarde, on fait le benchmark de ce qui se pratique. Alors, c'est encore plus difficile parce que des fois, les fourchettes, elles sont, je dis n'importe quoi, de 3 à 6, de 6 à 9, de 6 à 12. Donc, en fait, c'est ça où on va essayer de faire parler, de voir quel est le niveau de risque qu'il y a dans l'entreprise. Donc, c'est impossible de répondre comme ça. Mais ça, c'est la première méthode la plupart du temps. Après, ce qu'on regarde aussi, c'est l'avenir. Donc, c'est le BP. Il y a ce qu'on appelle les DCF, Discounted Cash Flow, en fait. C'est-à-dire, on prend les flux futurs, on les actualise avec un
un taux d'actualisation avec une certaine méthode, et on voit ce que vaut la boîte. Et on combine généralement les deux méthodes. Et donc après, on va utiliser des pondérations, et c'est là où il y a des biais en réalité, des biais humains en réalité, parce qu'on peut mettre 50 évaluateurs, votre boîte, je mets 50 experts comptables, il y en a 50 en principe, il y aura 50 chiffres différents. Donc c'est bien une fourchette, et après c'est la négo finalement entre cédant et acheteur qui va jouer. Aujourd'hui, oui, le multiple des bits, c'est ce que vous entendrez tout le temps. Mais en fait, il faut les combiner en réalité. Et c'est là où dans une boîte comme ça, savoir si le matériel, par exemple, il est en propre ou si c'est que du leasing, ça va juste changer toute la donne. Hein. Exactement, parce que tout à l'heure, j'ai dit il y a le multiple des bits et il y a la trésorerie. Et dans la trésorerie, c'est quoi? C'est ce qui a je simplifie, hein, le cash en banque, mais aussi les emprunts. Une boîte où il y a 1 million d'euros en banque et où il n'y a pas d'activité, elle vaut combien? En principe, elle vaut 1 million. Parce qu'il faut payer la trésorerie. Et en fait, s'il y a des dettes, des emprunts, et il peut y avoir des emprunts cachés, ils ne sont pas forcément au bilan, et les engagements en bilan sur des locations de matériel en leasing, ça fait partie de la dette nette. Donc ça joue dans la valorisation en fait. Donc voilà, juste dire le multiple d'EBITDA, ça ne suffira pas en fait. Donc il faut creuser. Et généralement, c'est pour ça que ça vous donne un premier indicateur pour commencer à discuter, mais généralement, après, on se fait accompagner par un expert comptable pour affiner cette valorisation. Et pour nous, en procédure, il n'y a pas de chiffre. Nous, on donne au mieux de ce que l'on peut faire, considérant toutes les choses trappes qu'on aura à relever dans un dossier qui a déjà fait l'objet de la démonstration de ce que ça ne marchait pas. Hein. Donc, on part du prix et puis on en enlève au fur et à mesure et on arrive souvent... Alors, vous avez... on est dans la ville de Bernard Tapie, hein, donc... Un euro pour Adidas, par exemple, bon, ça se refera plus. Ça. Mais les reprises à 1 euro, sur le papier, ça existe. Hein, parce que peu ou prou, quand on rachète 50 000 une entreprise, si on fait fi de tous les coûts cachés, ça existe. On rachète parfois des entreprises fort peu chères. 1 euro, c'est un peu fantasme, mais dans l'idée, c'est quand même ça, parce qu'on déconstruit le prix. Voilà. On part de ce qu'on aurait acheté une bonus, qui évidemment n'est pas ce qu'on va offrir, et puis on amène tout un tas de facteurs de pondération. Et le premier, c'est combien on garde de salariés. C'est vraiment ça qui fait la différence sur le papier pour les entreprises en difficulté auprès du tribunal. Alors, sauvegarde de l'emploi en priorité. Ok, merci. D'autres questions? Non, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et bien, on va pouvoir conclure cet atelier. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir.